Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mohamedou Oumfa. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur la rétrocession de la base militaire française de Port-Bouët aux autorités ivoiriennes. Cette base, située à quelques kilomètres de l'aéroport d'Abidjan, sera officiellement rétrocédée le 20 février prochain en présence des ministres de la Défense des deux pays. Chassée ces dernières années du Mali, du Burkina Faso et du Niger, l'armée française insiste sur la poursuite de la coopération militaire avec Abidjan. Alexandrine Rolognon fait le point dès le début de cette émission. À suivre ensuite l'analyse de William Assanvo, chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité. Il sera en direct d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous parlerons ensuite des assises nationales qui se déroulent au Niger depuis samedi, prévues pour s'achever demain 19 février. Ces assises sont notamment censées fixer la durée de la transition ouverte après le renversement du président Mohamed Bazoum en 2023. Abdulrazak Idrissa, correspondant de VOA Afrique, nous en donnera les échos depuis Niamey au Niger. Nous vous amènerons enfin au Mali pour parler d'Ami Médical, une structure d'assistance médicale créée en 2015 pour venir en aide aux patients maliens et étrangers. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Le camp militaire de Port-Bouët, près d'Abidjan, sera officiellement rétrocédé par la France à la Côte d'Ivoire après-demain, 20 février 2025. Ce sera lors d'une cérémonie en présence des ministres de la Défense des deux pays, chassés ces dernières années du Mali, du Burkina Faso et du Niger par des régimes militaires hostiles. L'armée française a aussi récemment dû quitter le Tchad en quelques semaines, mais pour le cas ivoirien, Paris et Abidjan insistent sur la totale coopération entre les deux armées dans le cadre d'un processus concerté. Plus de précisions avec Alexandrine Rolognon. Nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Le 31 décembre dernier, dans son allocution de fin d'année, le président ivoirien Alassane Ouattara annonçait la rétrocession de la base militaire française de Port-Bouët. Il annonçait par la même occasion que ce camp militaire serait rebaptisé. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. À quelques jours de la rétrocession officielle, si les drapeaux des deux pays flottent encore dans le camp militaire, des changements sont déjà visibles. Une centaine de parachutistes ivoiriens ont pris leur quartier sur place. À l'entrée, des miradors ont été repeints aux couleurs orange, blanche et verte de la Côte d'Ivoire. Roméo Kofi, colonel de l'armée ivoirienne. Nous devons transformer l'identité visuelle de la caserne. Ici, sur ce mur au niveau du poste de commandement, était marqué Force française en Côte d'Ivoire. Ces écritures ont été retirées simplement et à la longue portera poste de commandement camp général de corps d'armée Ouattara Thomas Dakin. La France se félicite de cette rétrocession moins houleuse qu'au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Paris affirme même que cette rétrocession s'inscrit dans le cadre d'une reconfiguration de sa présence militaire en Afrique. Colonel Damien Mireval, attaché de défense français à Abidjan. Oui, on est sur un moment historique
d'une relation mature entre deux pays qui ont d'énormes points communs au niveau de leurs armées et puis au niveau de leur culture et de leur histoire. Donc c'est un processus qui est très vertueux entre nos deux armées, entre nos deux pays, et donc c'est absolument pas dans la douleur et dans la crise que l'on procède à cette rétrocession. C'est une évolution nécessaire, voulue par nos présidents. Paris et Abidjan insistent sur la poursuite de la coopération militaire entre les deux pays. Une centaine de soldats français va se maintenir pour des missions de formation et d'accompagnement. Début janvier, une académie militaire des systèmes d'information et de communication a vu le jour sur la base. Une douzaine de lieutenants de 7 pays d'Afrique francophone y suivent actuellement une formation auprès d'un instructeur français. Frédéric, adjudant-chef français. On est juste là avec 2 autres moniteurs pour les conseiller, les appuyer, et moi j'apporte ma partie réglementation de façon à l'orienter. La présence militaire française en Côte d'Ivoire n'a pas toujours été une aventure tranquille. En 2002, après une tentative de coup d'État contre le président de l'époque, Laurent Gbagbo, et la prise de contrôle d'une partie du pays par des rebelles, la France avait mis en place la force Licorne pour protéger ses ressortissants et tenter de stabiliser le pays. En 2004, des milliers de manifestants pro-Gbagbo avaient convergé vers la base en réclamant le départ de Licorne, jugé complice des rebelles, avant d'être repoussé par les soldats français. En avril 2011, quelques mois après une élection présidentielle aux résultats contestés, Licorne avait mené aux côtés de l'ONU des bombardements sur la résidence du président sortant qui sera finalement arrêté. La mission de la force a pris fin en 2015. Merci beaucoup Alexandrine Rolognon pour le point sur cette actualité. Comme je le disais, la rétrocession est donc prévue après-demain, 20 février. Ce sera en présence des ministres de la Défense des deux pays. Merci à tous ceux qui ont commenté sur ce sujet sur Facebook. Nous avons enregistré plusieurs réactions, dont celle de Joël Franck Coron, qui a dit 80 militaires français resteront pour une soi-disant formation des militaires ivoiriens. Ma question est, pourquoi ne pas tous rentrer et qui veut que ces 80 militaires français restent? Voilà, c'est une question à laquelle va répondre notre expert qui nous attend déjà depuis Abidjan. Mais je vais d'abord vous lire ce commentaire de Gilo Alamik qui a également réagi sur la page Facebook de VOA Afrique. Il dit « Arrêtez de dire chasser ». Les militaires français ont demandé, les autorités ont demandé qu'ils partent et ils sont partis. Je tiens à rappeler qu'en 2013, le Mali a supplié pour que la France intervienne. Voilà, on va approfondir davantage la réflexion sur cette rétrocession avec William Assanvo, qui est chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité. Il est en direct d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur Assanvo. Oui, bonsoir. Alors, l'armée française est présente en Côte d'Ivoire depuis le début des années 1960. En gros, et plus rapidement, quel bilan peut-on faire de cette présence française en près de 60 ans? Alors oui, ici on tente un bilan du point de vue de la présence spécifiquement du camp qui va être rétrocédé le 20 février, camp qui a été mis en place en 1978. On peut dire que la présence française dans le pays a été marquée par plusieurs décennies de coopération et d'intervention significatives. Le bataillon, le 43e BIMA, a été impliqué dans diverses opérations, notamment lors de la crise post-électorale ou politico-militaire plus spécifiquement que le pays a traversé au cours des années 2000, donc où la force française a agi pour protéger notamment les ressortissants français. Elle aussi agit en soutien à la stabilisation du pays. Cependant, il y a eu des incidents qui ont jalonné en tout cas la présence de cette force, et notamment au cours de l'année 2004, où à la suite du bombardement d'un camp déjà militaire français à Bouaké, il y a eu une opération de destruction de l'aviation ivoirienne, donc qui a créé une tension significative entre les autorités de l'époque et la force française. Et donc véritablement, cet élément a été marquant dans la relation entre la présence de la force française
et la Côte d'Ivoire. Par la suite, cette relation s'est améliorée sensiblement, notamment à la suite de l'issue de la crise post-électorale de 2010, où grâce à l'intervention de la force française, en plus de l'intervention des casques bleus de l'ONU, le président actuel, le président Ouattara, a pu accéder au pouvoir et l'assurer depuis lors. Et donc depuis cette période, c'est plutôt une relation qui est très bonne, qui est excellente. Et donc l'armée française, à travers cette présence, a contribué au renforcement des capacités des forces armées ivoiriennes à travers des actions d'entraînement, le renforcement des capacités des forces armées françaises, aussi à travers un soutien en matière de renseignement. Donc voilà un peu les différentes étapes qu'a traversé, qui ont caractérisé la présence de la force française en Côte d'Ivoire. Alors, vous dites bien que la relation est très bonne, notamment depuis l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara. Mais pourquoi est-ce qu'elle décide, la France, de rétrocéder cette base militaire, et pourquoi maintenant? Oui, alors vous faites bien de le signaler, parce que c'est déjà et avant tout une volonté de la France de réduire son empreinte, la présence de ses forces sur le sol africain. Et ça, c'est à la suite des différentes crises et des ruptures que la France a enregistrées, notamment dans le Sahel, au Mali, au Burkina et au Niger, où la présence française a été largement contestée, notamment son utilité, sa raison d'être, le fait qu'elle représentait une survivance de la période coloniale. Et donc, c'est fort de ces contestations-là que la France a fait le choix d'initier un redimensionnement, voilà, pour réduire son empreinte, pour réduire la visibilité de ses troupes, pour faire en sorte qu'elle ne soit plus critiquée par cette présence. Et donc, c'est véritablement dans le cadre de cet effort de redimensionnement de la présence française que s'inscrit la rétrocession du camp du 43e BIMA qui va survenir dans les prochains jours. Donc c'est une volonté française de revoir son dispositif. Alors, une volonté française de revoir son dispositif, vous le dites si bien, mais on constate que ce redimensionnement se passe plutôt bien du côté ivoirien, contrairement à ce qui s'est passé et qu'on a vu au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Alors, Monsieur Assanvo, comment expliquer un peu cette différence? Pourquoi ça se passe peut-être mieux en Côte d'Ivoire que dans les autres pays? Oui, alors ça se fait en Côte d'Ivoire parce que il n'y a pas eu de rupture. On n'est pas dans un contexte de rupture. La présence française n'a pas été contestée, remise en question par les autorités ivoiriennes. C'est plutôt à l'initiative de la France, échaudée une fois de plus par les exemples au Burkina, au Mali et au Niger, qu'il y a eu des discussions pour revoir la nature de cette présence. Et donc là, on n'est pas dans le cas de figure qu'on a pu observer au Mali, au Burkina, et au Niger. Là, on est dans le cadre d'une rétrocession, d'un départ concerté à l'initiative de la France, mais avec l'accord des autorités ivoiriennes. Alors, quel pourrait être l'impact de cette rétrocession sur la sécurité en Côte d'Ivoire et dans le Sahel, et à quoi pourrait ressembler l'avenir de la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire après cette rétrocession? Bon, déjà, on peut considérer que c'est un événement symbolique significatif. Une fois de plus, c'est une présence qui date de plusieurs décennies. Le camp français représentait un peu, était dans le paysage depuis tout ce temps. Donc, c'est beaucoup plus symbolique, je pense, avant tout. L'impact sera assez réduit, parce qu'il ne s'agit pas de remettre en question. Ce n'est pas une remise en question de la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Elle va juste prendre une autre forme. Elle passera par la présence, un dispositif va rester sur place. On en parle d'une centaine d'hommes qui vont rester dans le camp qui sera nouvellement appelé le camp Ouattara Thomas Dakin.
il y aura aussi une présence, on a aussi appris qu'il y aura une présence d'éléments français à Bouaké sur la base aérienne à Bouaké, pour aussi appuyer la montée en puissance de l'armée de l'air ivoirienne. Donc, il y aura une coopération militaire qui va rester. Elle va juste prendre une autre forme. Elle ne s'illustrera pas par une présence significative de troupes françaises, mais plutôt par une présence assez réduite de troupes qui seront dédiées au renseignement, à la formation et à la constitution de l'armée de l'air ivoirienne. Merci beaucoup, William Assanvo. Je rappelle que vous êtes chercheur principal à l'Institut d'études de sécurité. Vous étiez en direct d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci également à tous ceux qui ont réagi sur ce sujet. La suite de Focus Sahel, c'est dans un instant. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations à influence étrangère, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com et toutes nos plateformes digitales. Après la Côte d'Ivoire, départ pour le Niger, où le chef du régime militaire, le général Abdourahmane Tiani, a lancé samedi à Niamey des assises nationales qui s'achèvent demain 19 février. Parmi les sujets débattus lors de ces assises figure notamment la durée de la transition en cours depuis un coup d'État perpétré en juillet 2023. Le point avec Abdourahmane Dia. C'est la grande salle du centre des conférences Mahatma Gandhi de Niamey qui a accueilli la cérémonie d'ouverture. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdourahmane Tiani, promet que ces assises vont marquer une rupture dans la tradition politique du Niger. La différence de ce que les Nigériens ont connu par le passé, les présentes assises ne peuvent pas se réduire à une tribune de promotion personnelle, de positionnement politique, de règlement de compte, de critiques acerbes, injustifiées et de tremplin pour une conquête du pouvoir à venir. Parmi les quelques 600 personnalités qui prennent part à ces assises figurent 3 anciens présidents, dont Mamadou Issoufou, qui a dirigé le pays de 2011 à 2021, et prédécesseur du président déchu, Mohamed Bazoum. Maman Ousmane et le général Salou Djibo ont également assisté à la cérémonie d'ouverture. Des diplomates et représentants d'institutions internationales étaient aussi présents. Le général Tiani appelle les participants à privilégier l'intérêt général. Vous devrez, par conséquent, vous départir de tout corporatisme, de tout esprit de clan et de tout égoïsme pour vous mettre au service de l'intérêt général. Je vous exhorte donc à vous élever au niveau de la confiance placée en vous par le peuple nigérien. Malgré l'absence de l'ordre des avocats qui a dit dans un communiqué s'abstenir de participer aux assises, Mamadou Harouna Djingare, le président de la Commission nationale, estime que ces concertations vont aboutir à la mise en place d'institutions fortes. Nous sommes ici réunis pour bâtir un Niger fort, digne, souverain et tourné vers l'avenir. Nous entamons aujourd'hui un processus fondamental, la refondation de notre modèle de gouvernance et de développement. Les assises nationales ne sont pas une simple formalité. Elles expriment notre volonté commune de bâtir un État fort, juste et prospère. Après le coup d'État de juillet 2023, le général Tiani avait annoncé une transition de 3 ans, une durée que la CEDEAO avait jugée trop longue et qui allait marquer le début d'un bras de fer qui avait enclenché la rupture entre l'organisation régionale et les 3 pays qui allaient plus tard constituer l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger.
La Commission nationale de ces assises devra rendre ses conclusions début mars au général Tchani. Voilà pour ce qui est de ces assises nationales qui se déroulent donc à Niamey au Niger et qui s'achèvent demain. C'est d'ailleurs le fait marquant de la semaine. Et pour avoir les dernières nouvelles de ces assises, retrouvons là-bas à Niamey Abdulrazak Idrissa, correspondant de VOA Afrique. Bonsoir Abdulrazak. Bonsoir Mamadou. Alors, les assises nationales se déroulent donc depuis samedi, malgré la désapprobation d'une partie de la société, notamment de l'ordre des avocats, comme l'a rappelé Abdourahmane Dia dans ce reportage. Alors, est-ce qu'on peut revenir, Abdulrazak, sur les raisons invoquées par l'ordre des avocats pour s'opposer, sinon pour désapprouver cette initiative d'assises nationales? Oui, bien sûr. Il faut rappeler que l'ordre des avocats ne s'oppose pas à la tenue de ces assises. Le barreau a plutôt fait un communiqué à la veille de l'ouverture de ces assises pour annoncer qu'il s'abstenait de participer à ces assises-là auxquelles l'ordre a été convoqué, comme plusieurs autres structures sociopolitiques du pays. C'est donc plutôt une abstention et non une opposition, donc l'ordre a exprimé. Et les raisons, si vous voulez, dans le communiqué, en tout cas, ils ont estimé que dans la forme et le délai de la tenue de ces assises, il ne peut pas prendre part à cette rencontre qui regroupe l'ensemble des couches socio-professionnelles de notre pays pour échanger notamment sur la charte de la transition et tout. Alors, on imagine donc que leur absence à ces assises ne va certainement pas être remarquée puisque l'ordre a été convoqué, il devait être représenté par un participant. L'absence d'une personne sur environ 700 personnes, c'est sûr et certain que c'est pas évident que ça soit remarqué. Donc voilà un peu, si vous voulez, ce que l'ordre a annoncé pour ne pas prendre part à ces assises qui effectivement sont censées prendre fin demain, mais selon les dernières informations, elles vont se poursuivre encore jusqu'au jeudi, puisque les travaux se déroulent jusqu'à ce jour encore en commission, et c'est seulement demain et après-demain qu'il va y avoir la plénière au niveau de ces assises nationales. Merci pour toutes ces précisions, Abdulrazak Idrissa. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes heureux de vous avoir en direct sur le terrain. Alors, les assises se déroulent depuis samedi. Et de quoi discutent les participants? Est-ce qu'on en sait quand même ce qui en est ressorti jusqu'ici? Est-ce que vous avez pu avoir quelques participants? De quoi est-ce qu'ils parlent et qu'est-ce qui en est ressorti jusqu'à présent? Bon, pas grand-chose pour l'instant de ce qui est en sortie, puisque l'ouverture a eu lieu, c'est vrai, le mercredi dernier. Ensuite, les travaux se sont déroulés jusqu'ici et jusqu'à cet après-midi, en tout cas encore, en commission. Il y a eu 5 commissions qui ont été mises en place, pour ces assises nationales. Il y a notamment une première commission qui penche sur les questions de paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale. Il y a une autre qui penche sur la question de la refondation politique institutionnelle. Une autre qui examine tout ce qui est économie et développement durable. Et vous avez une autre qui se penche sur les questions de géopolitique et d'environnement international. Et la dernière commission, elle porte sur les questions de justice et de droits humains. Donc, chacune de ces commissions, ou disons de ces sous-commissions, a travaillé jusqu'à cet après-midi, en tout cas jusqu'à cette heure où on se parle. Ils continuent de travailler en commission. Si vous voulez, leurs travaux, c'est un peu le prolongement de tout ce qu'il y a eu comme discussion au niveau régional, puisque vous vous souvenez, c'est les régions d'abord au niveau des régions qui a eu donc ces assises, au niveau communal, au niveau départemental, ensuite au niveau régional. Et donc, c'est l'ensemble des recommandations, l'ensemble de tout ce qui a été émis comme proposition au niveau de ces régions qui sont transmis au niveau central au cours de ces assises. Et donc, ces différentes commissions en fonction des thématiques essaient chacune d'en discuter et de tirer le meilleur en mettant bien sûr en débat les propositions qui sont parvenues des différentes régions. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. C'est vrai que chaque soir, les présidents de ces 5 commissions font le point, mais c'est juste le point de comment est-ce que les travaux avancent, de comment est-ce que les participants apprécient les propositions qui sont faites au niveau des régions et comment est-ce qu'ils tentent de les améliorer. Donc, ils essaient de faire quotidiennement le point.
Même cet après-midi, ils en ont fait. Et donc, certainement, on aura davantage d'informations sur ce qui est probablement ou qui va probablement être retenu demain et après-demain lorsque ça sera des séances plénières ouvertes à tous les participants et au public. Voilà, on sera là sur VOA Afrique. Nos auditeurs auront toutes les informations sur les conclusions de ces assises sur VOA Afrique et sur notre site web voaafrique.com. Merci beaucoup Abdulrazak Idrissa. Je rappelle que vous êtes le correspondant de VOA Afrique au Niger. La suite de Focus Sahel dans un instant. Et maintenant, la note positive de cette édition, on va parler d'une structure d'assistance médicale qui a été créée au Mali en 2015 pour aider les patients maliens et étrangers à obtenir des meilleurs soins de santé. Les 10 patients sont notamment assistés pour leur évacuation dans des hôpitaux au Maroc, en Tunisie, en Turquie ou en France. VOA Afrique a rencontré Aminata Hagé, la fondatrice de cette structure. Trésor Matondo nous en dit plus. En 2015, Aminata Hagé voyage pour la Tunisie suite à un incident personnel tragique qui a bouleversé sa vie. Un incident au cours duquel elle a failli être victime d'une intervention chirurgicale inutile. J'avais rendez-vous un jeudi avec une de ces sociétés. Et on était en train de faire notre réunion. Je les ai dit, attends, il faut que je file très vite. Je dois me faire opérer tout à l'heure dans 2 heures. Je pars voir la dame. Elle me consulte et me dit, madame, vous n'avez rien pour être opérée. Je dis, ah bon? Pourtant, mon opération est prévue dans 2 heures. Le médecin me dit, il se peut qu'on enlève même quelque chose dans mon ventre aussi. Il ne faut pas que ça me surprenne. Elle dit, non, peut-être vous êtes trop stressé, il y a un problème hormonal que vous êtes en train de vivre. Et là, j'étais choquée. C'est à l'issue de ce voyage médical de 3 mois que lui vient l'idée de créer AMI, Assistance Médicale Internationale, une structure qui ambitionne d'accompagner les patients du Mali et d'ailleurs qui recherchent des soins de meilleure qualité. J'ai essayé de trouver justice, quoi. Voilà, j'allais me faire opérer tout de suite, j'ai payé pour ça et tout, alors que j'avais rien. On m'a envoyé balader. Et depuis ces jours-là, je me suis juré de sauver autant de vies possibles. Yeah, I'm taking it. Thank you. 10 ans après sa création, AMI a réussi à créer un réseau de médecins, d'infirmiers et de paramédicaux dont l'expertise et l'expérience facilitent la prise en charge des patients. En plus de faciliter l'évacuation sanitaire des patients, AMI étend de plus en plus son service d'assistance médicale à domicile. Aminata Hagé se dit satisfaite des 10 ans d'activité de sa structure. On a franchement évacué des centaines de personnes. C'est le Covid qui a ralenti un peu nos activités. On a travaillé avec les assurances, on travaille encore avec les assurances, le gouvernement, les privés. Donc, on a tout un réseau de patients. J'ai jamais eu un patient ou une patiente qui s'est plaint de dire qu'il n'a pas été soigné. Jamais. Et pendant les 10 ans-là, on a eu un seul décès. Au Mali, comme dans de nombreux pays africains, les systèmes de santé restent fragiles. Les personnels insuffisants ou insuffisamment formés et l'absence de bons plateaux techniques rendent souvent nécessaires des évacuations sanitaires ou l'intervention des structures non étatiques comme celle de Madame Hagé. C'était la note positive donc, de cette édition de Focus Sahel. Et c'est ici que s'achève cette édition. Un grand merci à notre public qui nous a accompagnés dans ce voyage. Merci également à notre invité depuis la Côte d'Ivoire qui a analysé la rétrocession annoncée le 20 février de la base militaire française de Port-Boué aux autorités ivoiriennes. Je tiens également à saluer notre correspondant Abdulrazak Idrissa au Niger qui nous a apporté les nouvelles fraîches des assises nationales qui s'y déroulent depuis samedi. Mamadou Mfa à ce micro, Joselle Morissin était à la production. Trésor Matondo était là pour la production vidéo de cette émission avec la présence très remarquable de Blanche Sanou. Merci d'avoir écouté et regardé Focus Sahel. Cette émission, c'est sur voaafrique.com.